Chers auditeurs, bonjour. L'autruche et le colibri a besoin de vous. Pour la saison 2 du podcast, je travaille sur un nouveau format encore plus court que l'actuel pour répondre concrètement à vos questions. C'est donc vous qui allez créer le fil éditorial de cette rubrique intitulée « Questions pour un colibri ». Pour cela, rien de plus simple. Faites-moi part de vos questions, interrogations en matière de transition écologique, de consommation responsable, et je tâcherai de vous répondre de façon précise et concrète. Écrivez-moi à l'adresse mail bonjour@l'autruche-et-le-colibri.fr, sur Instagram ou laissez-moi un commentaire sur Apple Podcast avec votre question ou vos questions. Cette nouvelle rubrique viendra en complément des épisodes actuels et avec une fréquence mensuelle. J'espère que cela vous plaira. Merci d'avance pour votre collaboration et bonne écoute ou réécoute de cet épisode de la saison 1. Vous écoutez l'épisode 8, Sur le fil. Pour ce nouvel épisode, je vous propose d'attaquer un sujet gigantesque, un mastodonte, un sujet tellement polluant et lourd que je vais le traiter en 2 parties, sinon vous n'y survivrez pas. Et moi non plus. Alors, vous avez deviné ? Nous allons parler de ce qui déborde de nos placards, de ce pourquoi nous faisons des folies en craquant régulièrement. Nous allons parler de nos vêtements. Je savais que ce sujet allait être compliqué et c'est sans doute pour cela que je l'avais laissé au placard, mais il est grand temps de se lancer. Ce secteur d'activité est énorme en poids, mais tout aussi énorme sur ses impacts environnementaux et sociaux. Bon, vous le savez, j'aime bien commencer les épisodes par des chiffres, et ce n'est pas ce qui manque sur ce sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Et de colorants. Un chiffre m'a particulièrement marqué et a été un électrochoc pour moi, c'est la quantité d'eau nécessaire pour fabriquer un jean. Une idée chez vous ? Il faudrait entre 5 000 et 10 000 litres d'eau pour fabriquer un jean, soit l'équivalent de la consommation en eau d'une famille de 4 personnes pendant environ 3 semaines. Ce chiffre en dit long. Vous aussi, vous vous êtes mis à penser à tous les jeans que vous avez dans votre placard et que vous ne mettez que très rarement, non ? Et pour un simple t-shirt, il faut 2500 litres d'eau. Depuis la création de la machine à coudre au XIXe siècle et l'avènement du prêt-à-porter dans les années 50, l'industrie textile a fait du chemin. Mais est-elle partie du bon côté ? Depuis le début des années 2000, on ne parle plus de prêt-à-porter si chic à l'époque, mais on parle de fast fashion et plus récemment d'ultra fast fashion. Un rapport avec la fast food ? Oui, c'est exactement ça. La fast fashion, c'est le pendant de la fast food. Une mode qu'on achète en 2 minutes, qu'on consomme tout aussi vite et qui finit à la poubelle. L'expression mode jetable est également utilisée. Aussitôt acheté, aussitôt jeté. Et cela pour 2 raisons. Parce qu'on s'en lasse tout aussi vite qu'on a craqué, mais aussi parce que les vêtements sont de pauvre qualité. Et pourtant, la fast fashion est un phénomène qui a enrichi bien des marques. Parmi celles-ci, Zara, H&M, Primark et plus récemment Shein. Ces marques ont mis en place un écosystème qui leur permet de produire littéralement des tonnes de vêtements en un temps record pour un coût dérisoire. Une marque de fast fashion sort une dizaine de collections par an. Zara renouvellerait même ses rayons 24 fois par an. On est bien loin des 2 collections traditionnelles printemps-été et automne-hiver. Ça calme ? Attends, tu n'as encore rien entendu. Entre 2005 et 2019, la consommation mondiale de vêtements et de chaussures a presque doublé. En 2016, chaque Français consommait en moyenne 9,2 kg de textiles et de chaussures par an et en jetait un tiers. Au total, les Européens jetteraient 4 millions de tonnes de textiles chaque année. Et au niveau mondial, c'est l'équivalent d'une benne de vêtements qui serait jetée chaque seconde. Alors un vêtement, ça a un impact environnemental et social très important, et cela tout au long de son cycle de vie. De la culture des fibres textiles pour le confectionner à son utilisation et à sa fin de vie, en passant par son transport, un vêtement pollue. Et, spoiler alerte, 3/4 de l'empreinte carbone d'un vêtement est liée à sa production, mais selon l'ADEME, la moitié des impacts sur l'environnement de nos vêtements sont dus à leur entretien, donc le lavage, le repassage. Eh ouais. Dans cet épisode, j'avais envie de vous raconter l'histoire, que dis-je, l'épopée d'un vêtement au cours de sa vie. Et pour faire simple, je vais prendre l'exemple de ce joli petit t-shirt que j'ai acheté sur un coup de tête il y a quelques mois et dont je tairai la marque de fast fashion. Il est rose, à manches courtes, et le mot Happy y est imprimé. Et il a été fabriqué au Pakistan. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est purement fortuite. L'histoire de ce t-shirt prend son envol dans les champs. Et oui, pour confectionner ce t-shirt, on a utilisé des fibres de coton. On a donc cultivé du coton, une matière naturelle qui représente 40% de la production textile mondiale. Mais c'est aussi une des cultures les plus polluantes au monde. Pour produire 1 kg de coton, il faut entre 6 000 et 27 000 litres d'eau pour irriguer la terre. Alors ce chiffre dépend bien sûr du pays où le coton est cultivé.
La culture du coton représente 2,5% des surfaces cultivées dans le monde, mais elle utilise 25% des pesticides et 10% des engrais produits dans le monde. Ces engrais utilisés en quantité abusive entraînent la pollution de l'eau et mettent en danger l'écosystème aquatique. Et cerise sur le gâteau, 64% du coton cultivé dans le monde était génétiquement modifié en 2016. Ok, bon, pensez à choisir du coton bio. Parmi les pays producteurs de coton, on retrouve la Chine, l'Inde, le Pakistan, mais aussi les États-Unis et le Brésil. À ces fibres de coton, on a rajouté des fibres de polyester pour rendre le t-shirt un peu plus élastique, mais sans doute aussi pour réduire les coûts. Le polyester n'est pas récolté, contrairement au coton, et pour cause, il s'agit d'une matière artificielle, synthétique, qui est faite à partir de pétrole, ce qui en fait une matière très économique. Alors il faut 1,5 kg de pétrole pour faire 1 kg de polyester. Hmm, cherchez l'erreur. Lors de sa fabrication, des substances chimiques et toxiques sont utilisées et entraînent bien sûr une pollution. 70% des fibres synthétiques utilisées dans l'industrie textile sont en polyester. Et puis, au lavage, le polyester va relarguer des microparticules de plastique dans les eaux usées. Mais on reviendra sur ce point ultérieurement. Mais revenons à mon t-shirt et au fil de son histoire. J'ai donc des fibres, c'est super. Les fibres vont être envoyées dans le pays en charge des prochaines étapes, à savoir la production du fil, puis le tissage du tricot. Ces deux étapes peuvent se faire dans des pays différents. Inde, Chine, Pakistan sont les pays principaux. Alors, on utilise des agents lubrifiants pour préparer les fibres lors de la filature. Cette étape va consister à transformer les fibres en fil, donc dans notre cas, le coton en fil. De la graisse va rendre les fils plus résistants lors du tissage. Et ce sont des agents chimiques très polluants qui peuvent bien sûr être rejetés dans l'eau lors du lavage du vêtement. Cette phase de production est aussi à l'origine de déchets textiles. Mais dans cette étape, comme dans les étapes à venir, ce sont les conditions de travail des ouvriers qui sont dramatiques. Dans les champs de coton aussi, c'est pas mal. Je vais y revenir par la suite. Une fois mon tissu fabriqué, on va le colorer. Et dans le cas de mon petit t-shirt, il va être coloré en rose. Dis, c'est normal que tu dises rose et pas rose? Plusieurs options sont possibles. On peut teindre le fil, le tissu ou directement le t-shirt en le plongeant dans les colorants. Dans tous les cas, pour teindre 1 kg de tissu, il faudrait 80 à 100 litres d'eau. Des milliers de produits chimiques sont utilisés pour colorer un vêtement. Des colorants synthétiques peuvent contenir des métaux lourds, du formaldéhyde cancérigène, des perturbateurs endocriniens, bref. Pour détendre et teindre les jeans, on utilise du permanganate de potassium, du plomb, du mercure. Et bien sûr, une partie de ces substances toxiques sont rejetées lors du rinçage des tissus. 40 000 à 50 000 tonnes de colorants seraient rejetées dans les cours d'eau chaque année. Les rivières de la Chine ou du Bangladesh sont ainsi régulièrement teintées aux couleurs de la saison. Les rivières sont inutilisables pour la pêche et l'agriculture, certaines sont même biologiquement mortes. La main-d'œuvre et les riverains des usines sont sujets à de nombreuses maladies, on parle même de villes-cancers qui bordent ces rivières. 17 à 20% de la pollution d'eau dans le monde serait liée au traitement et à la teinture du tissu. Les substances chimiques utilisées peuvent laisser des résidus toxiques sur les vêtements. Alors je vous vois venir, vous vous dites sûrement que la prochaine fois vous prendrez un t-shirt blanc. Le blanchiment au chlore n'a pas son pareil pour polluer. Ce n'est pas forcément une bonne idée, mais on discutera des alternatives dans la partie 2. Si l'Europe a mis en place des réglementations sur les produits chimiques, en Europe, dans les pays où se font ces teintures, c'est-à-dire en Asie, c'est le néant. C'est aux marques de s'assurer du respect des réglementations, mais qui s'en préoccupe vraiment? Une fois le tissu teinté, il est découpé, assemblé, confectionné. Et ça se passe où tout ça? Pour ce type de produit, les principaux ateliers de confection dans le monde sont situés en Chine, au Vietnam, au Bangladesh, en Inde et en Turquie. Dans ces pays, la plupart des travailleurs sont exploités, sous-payés. Pour un t-shirt vendu 29 € en France, un ouvrier toucherait moins de 20 centimes. La fast fashion et l'ultra fast fashion ont des conséquences sociales. L'exploitation des enfants, des femmes, des salaires misérables et des conditions de travail indécentes. Il a fallu attendre 2013 et l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, dans lequel plus de 1000 personnes ont trouvé la mort, pour que le monde découvre des conditions horribles dans lesquelles des femmes exploitées et sous-payées assemblent nos jolis petits t-shirts roses. Des hommes aussi sont exploités. Plus récemment, en 2020, le scandale des Ouïghours en Chine a éclaboussé un bon nombre de marques, parmi lesquelles Uniqlo, Gap, H&M, Zara et bien d'autres. Les Ouïghours représentent une minorité musulmane chinoise qui a été privée de ses droits et exploitée, parquée dans des camps de concentration.
Cette main-d'œuvre est utilisée pour fabriquer des vêtements, entre autres. Cette violation des droits de l'homme est maintenant mondialement connue et difficile pour les marques de l'ignorer. Mais pour autant, la Chine ne semble pas inquiétée. Alors revenons à nos moutons. Une fois mon joli t-shirt terminé, il est envoyé aux quatre coins du monde après avoir été emballé comme il se doit dans du plastique. Bah oui, il faudrait pas l'abîmer pendant le trajet quand même. Il parcourra parfois plus de 40 000 km, plus que le tour de la Terre. Notez qu'un jean peut parcourir jusqu'à 65 000 km entre la récolte du coton et son lieu de vente. Les trois plus grands pays exportateurs de vêtements au monde sont la Chine, le Vietnam et le Bangladesh. Mon t-shirt se retrouve dans divers magasins aux enseignes lumineuses éclairées en continu. On y consomme de l'énergie pour les lumières, pour la climatisation, pour le chauffage, des cintres, des sacs en plastique. En plus de ces consommables en tout genre, les vêtements invendus viennent s'ajouter à la liste des déchets. Et puis on y arrive. La dernière étape, me voilà, moi, consommatrice naïve, qui vient acheter ce petit top trop mignon. Et c'est là que je deviens responsable d'une pollution non négligeable à mon tour. Lavage après lavage, séchage après séchage, repassage après repassage. Bon, ça de mon côté, un peu moins. J'utilise de l'eau, de l'énergie. Mon joli t-shirt perd de ses fibres et des microparticules de plastique sont déversées dans l'océan, car tellement minuscules, elles passent au travers des filtres des machines à laver et des filtres des stations d'épuration des eaux usées. Nos vêtements relâchent 500 000 tonnes de microparticules de fibres chaque année, ce qui correspond à 50 milliards de bouteilles en plastique par an. Et puis, à force de le mettre, je vais me lasser de mon petit t-shirt. Je finirai par le retrouver au fond du placard, en boule, délavé et déformé, et je déciderai de m'en débarrasser. Il deviendra un déchet. Dans le meilleur des cas, je le jetterai en déchetterie, dans les compartiments dédiés pour qu'il soit recyclé et puisse intégrer un système de production. S'il est encore en bon état, je le revendrai sur une plateforme dédiée ou je le donnerai à une association. La réalité, c'est que 20% de nos vêtements sont recyclés au maximum. 80% de nos vêtements finissent enfouis sans jamais se décomposer ou incinérés. 60% de nos vêtements sont jetés dans l'année qui suit la production. Et c'est ça, la mode jetable. Seuls 10 à 20% des vêtements collectés sont vendus dans les pays du Nord. Le reste est expédié dans les pays du Sud et finissent majoritairement dans des décharges avec des conséquences désastreuses pour l'environnement. Nos vêtements sont majoritairement composés de tissus synthétiques qui peuvent être toxiques et dont la décomposition pollue l'air et la terre. Vous avez peut-être vu des images de montagnes de vêtements au Chili ou au Ghana, entreposés sauvagement, et c'est là que finissent nos vêtements. Alors c'est ainsi que se terminera l'épopée de mon t-shirt. Bon, c'est une histoire un peu triste, j'avoue. Pour le moment, il est toujours dans mon placard et je continue de le mettre. Ouf. Je vous ai brossé le tableau pessimiste mais réaliste d'un t-shirt de la fast fashion. Il existe bien sûr des alternatives avec des marques qui sont engagées, qui produisent de façon beaucoup plus durable et de façon beaucoup plus écologique. Nous, consommateurs, nous sommes fautifs d'une grande part de la pollution liée aux vêtements, parce qu'on en achète trop, et parfois, voire souvent, des vêtements qui sont inutiles et qui restent au placard sans jamais être portés. Parce qu'on achète mal aussi, avec des produits de faible qualité, parce qu'on lave très, voire trop souvent nos vêtements, et parce qu'on trie mal. Alors, quelle alternative avons-nous ? Eh bien, la suite au prochain épisode. Stay tuned. Merci à vous de m'avoir suivi jusque-là. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez des informations complémentaires sur Instagram ou Facebook et sur le site internet l'autruche et le colibri.fr. À très bientôt, au revoir.